Hello les amis, donc voilà, pour la dernière fois aujourd'hui on se retrouve donc pour faire le point sur les prélectionnés du Pélib. C'est la dernière fois, je sais qu'il y en a qui ont aimé les vidéos, je sais qu'ils ont trouvé les vidéos très longues, j'imagine, donc voilà, c'est la toute dernière fois qu'on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo aussi longue. J'espère que malgré tout ça vous aura pas dégoûté de la chaîne, voilà. Et aujourd'hui c'est clair et net, peu importe le temps. Je vais jusqu'au bout parce qu'il nous reste plus grand chose comme livre. Je pense même que la vidéo sera un peu plus courte. Je pense, hein. Bon, bien sûr, faut que j'arrête de parler et qu'on se retrouve avec le générique. Voilà, donc je vous propose qu'on commence sans plus attendre, comme ça on va pas perdre de temps. Cette fois-ci, je vais vraiment jusqu'à la fin de la liste, normalement ça devrait aller. Je l'ai dit, voilà. Donc on va partir directement sur Ogresse. Voilà, de Eline Manceau. C'est chez Sarbacane. Et c'est du fantastique. Voilà, c'est du fantastique. Ouais, je vais faire ça 2 secondes. Hop là, voilà ce que c'est. Alors, on est parti. Donc, depuis que le père d'Hippolyte est parti, tout dans la vie de la jeune fille est déséquilibré. Sa mère s'enferme de longues heures à la cave et refuse de manger en sa présence. Elle lui prépare pourtant d'énormes pièces de viande qu'Hippolyte se force à avaler. Dans la rue où elles habitent, en bord de forêt, leur voisine préférée a disparu sans laisser de traces. Et puis un soir, la mère d'Hippolyte se jette sur elle et la mord. Que s'est-il passé? Ah ouais, celui-là, je sais pas pourquoi, rien qu'à voir le titre et tout, ça m'avait déjà pas mal titillé la fourchette. Ouais. Celui-là, il faut que je lise obligatoirement au moins l'extrait pour voir si je vais le sélectionner parce que il me fait envie, il me fait envie. Alors ensuite, on est avec Ombre. Ombre, bah voilà, bon moi je n'ai pas d'image à vous montrer, quand je n'ai pas d'image à vous montrer, je vais passer parce que sinon, hein, vous savez comment ça va être, ça va durer encore 3 plombes. Donc on est avec Ombre de Angela Requin, aux éditions Plume Blanche, c'est de la fantaisie. Et au fond, les couvertures c'est bien, mais les quatrièmes de couverture c'est bien aussi à lire, donc voilà. Le sang est une arme, celle des ombres, ces créatures sans visage qui détruisent les hommes. Quel lien les unit à Kira? Le seul et unique soldat capable de les anéantir afin de protéger l'espèce humaine. Cloîtré sous terre, régi par la terreur, seulement voilà, tout pouvoir demande des sacrifices, et Élise, la jeune recrue, est désignée pour devenir sa nouvelle source, celle dans laquelle il plongera sans hésitation pour se nourrir de l'énergie nécessaire pour alimenter son pouvoir, même si pour cela il doit lui voler sa vie. Ouais, peut-être. Peut-être, je sais pas. J'avoue que là, je sais pas. Alors ensuite, on est donc avec Orageuse. Orageuse de Johan Richoux. Donc c'est chez Gulfstream et c'est aussi de la fantaisie, voilà. Je vous le montre tout de suite, voilà. Orageuse, bah oui, on voit les éclairs, on voit la jeune fille en dessous des éclairs. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Fête et virées en voiture ne suffisent pas à égayer les longues journées d'été de Violette. Depuis son retour à Saint-Crépin, la jeune fille ne se sent plus à sa place. Tous au village semblent avoir oublié son étrange disparition 3 mois plus tôt. Le pays des muses la hante, un monde où les fleurs chantent, où la musique est reine et les glaçons à croquer. Dans l'esprit de Violette, les questions se multiplient. Pourquoi devient-elle sensible à l'électricité? Que fait Arpège, son premier amour? Les muses auraient-elles encore besoin d'elle? Désir enfoui ou réel danger? Qu'importe. Violette doit trouver le moyen de repasser de l'autre côté. Ouais, celui-là aussi. Celui-là aussi. Alors, ensuite, on est donc sur Oranie, tome 1, l'héritage des ombres. Alors, Oranie, tome 1, l'héritage des ombres. Ils doivent normalement être plus ou moins l'un à la suite de l'autre, parce que, voilà. Donc, Oranie, voilà, on y est. Je vous montre la couverture. Donc, c'est de Aurélie Swan, chez Évidence Édition. Et je crois bien qu'on serait dans la fantaisie. Je crois bien. Il n'est pas marqué.
Le jour de ses 16 ans est arrivé, Lia connaît maintenant le secret de ses origines. Elle est la fille d'Oraya, prêtresse maléfique qui gouverne depuis des décennies la terre d'Orami. Enfant de la prophétie, elle est celle qui devra vaincre le mal et restaurer la paix entre les peuples désunis. Soutenue par la communauté des dragons, elle entreprend sa quête en direction d'Orénor, bastion d'Oraya. En chemin, elle découvrira qu'elle est plus qu'une élue et surtout qu'elle n'est pas la seule concernée par la prophétie. Voyage initiatique, aventure chevaleresque, créatures fantastiques, romances sont autant d'ingrédients qui composent l'aventure de Lia. Partez avec elle afin de sauver la terre d'Orami. Ouais, je lirai l'extrait, puis voilà, je verrai. Je verrai. Ordo. Alors, Ordo, où es-tu? Ordo, on va te chercher. Ordo, tu devrais pas être loin. Ordo. Il est là, Ordo, voilà. Alors, j'essaye de... qu'est-ce qui t'arrive, toi? Donc, c'est chez 404 éditions. Alors, j'avoue, 404 éditions, c'est une maison que je vois pas mal. Et à chaque fois, je me dis, tiens, faudrait peut-être que je le lise une fois. Donc, voilà. Ordo. C'est de Anthony Combrexel. Voilà. Le genre littéraire n'est pas précisé, donc on verra. On verra, mais j'avoue que ça m'intrigue parce que 404 éditions, c'est une maison d'édition qui m'intrigue pas mal. Donc le pouvoir est dans le sang, New York de nos jours. Dans l'ombre, les 5 familles de l'Ordo magique utilisent l'obscur, une magie issue d'un monde démoniaque pour étendre leur influence et diriger leurs affaires en ville. Elles sont liées par le sang d'un même ancêtre, Ambrose Danosius, 356 ans et toujours vivant, jusqu'à aujourd'hui. Le patriarche de cette mafia de la magie noire est tué lors d'un attentat surnaturel en plein Manhattan. Ouais, on est en même temps dans le fantastique, on est dans quelqu'un qui a 356 ans dans la mafia, c'est waouh. Cinq jeunes gens, fils et filles des dirigeants des 5 familles sans perspective d'avenir face à des parents immobiles, voient dans l'événement l'occasion de planifier un casse. Le cambriolage magique du siècle. Ils ont moins d'une semaine avant l'inhumation pour se préparer à infiltrer la loge, le sanctuaire privé d'Ambrose. Leur objectif, voler la couronne d'un roi légendaire, leur permettant de réaliser leurs vœux les plus secrets. De quoi devenir roi à la place des rois, et enfin régner sur leur dos. Ouais, alors ça me tente, c'est pas mal. Ça me tente aussi, c'est pas mal. Alors ensuite, je crois que Où le loup demeure, d'après ce que j'ai mis. Ouais, parce que j'ai tout noté sur mes petites feuilles. Hein. J'ai tout noté sur mes petites feuilles. Donc, Où le loup demeure, je crois que donc je n'ai pas de couverture. Donc, on va faire ça. Écoutez, ah non, je n'ai pas de couverture. Donc, c'est Où le loup demeure. Où le loup demeure. Donc, on a une couverture rouge avec un loup, en gros, voilà. De Aurore Gomes chez Magnard. C'est du fantastique. Ah, il est temps que j'ai mon nouvel ordinateur pour pouvoir vous incruster des images quand il faut. Et voilà, donc c'est chez Magnard de Aurore Gomes et c'est du fantastique. À Fontfroide, petit village niché au corps des montagnes, l'arrivée des loups ne laisse personne indifférent. Ni les habitants du village qui s'entre-déchirent, ni Benjamin qui voit un bon sujet de documentaire pour son concours d'entrée à l'Humaine, prestigieuse école de cinéma. Ni Abel qui cache derrière ses crises d'angoisse et son agoraphobie un bien étrange secret. Ni Mathilda envoyée chez sa tante pour prendre du recul après que tous ses amis lui ont tourné le dos. Laissez-vous raconter leurs histoires, car à Fontfroide, le temps des bouleversements et des métamorphoses est arrivé. Ah ouais, ça peut être pas mal. Alors, Panique à Gemellia, celui-là, je crois. Tiens. Bon, j'ai imprimé la feuille et bizarrement, je l'ai pas mis. Et je crois pas qu'il fait partie de... Je crois pas que j'ai une Panique à Gemellia là-dedans. Non. Non, c'est pas grave.
J'ai imprimé mes feuilles et il n'était pas là, donc bah voilà, bah on peut faire avec. Je suis désolée, hein, j'ai imprimé les feuilles, donc ouais, non. Je sais pas pourquoi. Alors donc c'est de Betty Piccioli chez Gulfstream Edition, encore une fois, donc c'est de la fantaisie. Une épopée chevaleresque, farfelue et poignante, un duo d'apprentis détectives attachants, formé d'un adolescent intrépide et d'une licorne blasée aux réparties délicieusement piquantes. Au royaume de Gemelia, tout le monde naît par deux. Perdre son jumeau est la malédiction la plus redoutée. C'est original, j'avoue. Yvan Lorpalou, jeune garçon qui ne doute de rien, et surtout pas de lui, ne peut accepter le mystère qui entoure la mort de son frère. Il mène l'enquête, toutes les enquêtes. Un jour, il est sollicité en urgence au palais pour résoudre l'énigme du prince empoisonné. Seule une potion magique préparée par la sorcière de la forêt enchantée pourra le sauver. Mais voilà, la jumelle de cette sorcière est maléfique et personne n'est encore parvenu à la différencier. Dans ce monde où tout est dédoublé, il est difficile de s'y retrouver. Heureusement, Yvan peut compter sur Cornelius, une licorne aigrie ayant perdu sa corne, pour rassembler des indices. Yvan va devoir jouer finement s'il veut démêler le vrai du faux. Bon, ben j'avoue que on va chercher parce que Panica Gemelia, ça m'attire pas mal. Et comme voilà, comme il n'était pas dans la liste, ben, déjà on parle de licorne, puis toute l'histoire a l'air super originale, je trouve. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça a l'air vraiment original. Donc, bah ouais, je suis pour. Je suis pour. Alors, ensuite, on va se retrouver avec Panico Museum. De Tiffen Levillain chez Pulp Factory. Alors Pulp Factory, c'est une maison que j'ai découverte il n'y a pas longtemps, donc voilà, en gros leurs livres ressemblent un petit peu à ça. Moi je trouve qu'ils sont magnifiques. Voilà, ça c'est un livre de Jean-Christophe Gadeby, rien à voir, mais c'était pour vous montrer un peu à quoi ressemblaient leurs livres. Et là on va donc se retrouver dans la fantaisie. Je savais pas du tout qu'ils faisaient de la fantaisie, par contre. Voilà, donc là c'est la couverture en couleur, elle est encore plus belle, franchement. Alors, Powell Ercum est détective à Belwad. Cité multiculturelle s'il en est. Quand on retrouve plusieurs individus vidés de leur force vitale au Muséum des Histoires Naturelles, Powell pressent un mystère qui n'a rien à voir avec le surnaturel. Contrairement à ce qu'aimerait croire la police, de manière un peu facile, il va se lancer sur une piste différente pour résoudre cette énigme dont la résolution ne sera que le début d'une enquête beaucoup plus complexe qui pourra amener Pavel au-devant des difficultés dont il n'a pas idée. Ces obstacles pourraient bien mettre fin à son enquête et à sa carrière naissante s'il se montre pas plus malin. Le détective lutin sera obligé de se surpasser pour faire triompher la vérité et lever le voile sur le mystère du muséum. Là, j'avoue que depuis le début, ce roman me tente, mais vraiment beaucoup. Donc, ouais, c'est sûr, je vais lire un extrait et s'il me plaît, il sera direct dans mes 25 présélectionnés. Mais je crois qu'il y a une chance qu'il y atterrisse. Alors, passer la nuit, ben je n'ai encore une fois pas, donc voilà. Je vais vous faire comme ça sans couverture, désolé. Hein. Passer la nuit de Bastien Géré aux éditions Plume Blanche, c'est de la fantaisie. Donc c'est chez... Oui, Plume Blanche, j'ai dit. L'emprise de la nuit, le monde s'accroît. L'emprise de la nuit sur le monde effraie. L'emprise de la nuit sur le monde corrompt. Face au chaos qui avance et aux jours raccourcis par l'hiver, Raven parcourt le monde pour tenter de survivre. Lors de sa rencontre avec Shaya, une étrange et cruelle magicienne, sa vie bascule. Et si elle possédait le pouvoir de passer la nuit? Ah oui. Ah, mais ça va recommencer. À chaque vidéo que je tourne, j'ai l'impression que je vais dire oui, je veux lire, je veux. Ah, ouah, c'est compliqué. C'est vachement compliqué. Alors ici, donc on est avec Pavlonia. Pavlonia, donc voilà, il est ici l'extrait, la couverture. Donc c'est de Oksana Hope. Le tome 1 de L'armée de sang, personnellement, j'ai lu une fois Oksana Hope. Si j'ai lu une fois Oksana Hope, mais je ne sais plus avec quoi, je ne sais plus. Voilà, je ne sais plus du tout. J'ai déjà eu l'occasion de pouvoir la rencontrer plusieurs fois en salon, mais à chaque fois c'était des fils inimaginables. Je sais qu'elle a un énorme succès, voilà, donc là on est dans de la SF. Le chef suprême sait tout. Le chef suprême voit tout. Palonia et sa famille vivent dans le royaume de Sheila.
Eux, comme tous les habitants, consacrent leur vie à ce chef suprême sans qui ils en sont convaincus, rien ne pourrait exister. Seulement quand Polonia et sa jeune sœur Yon tombent dans un puits à sec, leur destin dérape, leur avenir s'ouvre à un horizon nouveau, car souffle au milieu des cendres la promesse d'une liberté jamais rêvée. Oui. Ah oui. Ça va être compliqué. Je vais pas voter demain. Je vais pas voter. Enfin, aujourd'hui. Au fait, je tourne la vidéo mercredi. On est mercredi, mais je crois que je la mettrai en ligne. Donc demain jeudi. Voilà. Donc ça, je dis, je vais pas voter jeudi. Parce que ben j'aurai encore trop de choses à analyser. Voilà. Donc je crois que je vais voter samedi ou dimanche. Je vais faire une vidéo de vote samedi ou dimanche. Je sais pas encore. Alors ensuite, on se retrouve avec Falena. Falena, ouais, c'est vrai, on n'a pas la couverture, je crois. Et je crois que Falena nous fait passer, là, voilà, dans la dernière partie. Ouais, j'ai fait plusieurs parties, au fait, pour... Ouais, Falena, ouais, c'est celui-là, je pense. Ah si, voilà, Falena, on a la couverture, voilà. Falena, on a la couverture, je n'ai rien dit, c'est juste qu'on n'avait pas le nom. On n'avait pas le titre voilà, sur l'ebook. Donc c'est de Alice Brière-Haquet, c'est aux éditions Rouergue, et c'est du fantastique. Alors les éditions Rouergue, si on les a croisées, ça me dit plus rien. De nom, mais c'est tout, voilà. Alors, par un froid jour d'hiver, un villageois découvre une petite fille à l'origine d'un bois, muette, les yeux rouges, ses réactions sont aussi violentes qu'irrationnelles. De la campagne anglaise à un orphelinat londonien, le chemin de l'orpheline semble jalonné de phénomènes inexplicables, de morts violentes et de questions sans réponse. D'où vient-elle? Qui sont les morts à cette trousse? Quel est son lien avec la célèbre fondation Humphrey? Pour rester libre, la jeune fille va devoir dénouer tout cela coûte que coûte. Ouais, j'avoue que ça paraît pas mal aussi, sans compter que la couverture est vachement intrigante. Voilà, on passe à la dernière feuille. Ça, c'est ce que j'aime, parce que ça veut dire que, voilà, c'est vraiment... Après, je vous embêterai plus avec ça, et puis vous aurez le temps de regarder les vidéos à votre aise, voilà. Donc là, on part sur Portalington. Alors, Portalington, ben apparemment, voilà, il n'y a pas de couverture. Ouais, j'ai mes petites feuilles et tout. Alors, Portalington, donc c'est de Stéphane Perron, c'est chez Luzerne Rousse. Je ne connais pas du tout la maison d'édition. Certains disent qu'il n'y a rien après la mort. Ils ont tort, il existe une vie. Et c'est à partir de ce moment-là que la mienne a commencé. En me réveillant à Altaria, je pensais que j'avais tout perdu, mais je n'ai compris le sens de ces mots que lors de mon retour sur Terra parmi les vivants. Pour protéger ce que j'aime, je dois fuir. Avec eux, les damnés. Leur présence à mes côtés me dit que plusieurs personnes me veulent du mal. Parmi elles, les chasseurs qui semblent prêts à tout pour me capturer. J'aurais dû rester à Altaria. Ah ouais, ben ouais, c'est aussi tentant, voilà. Yeah. J'ai fait une bêtise. Bon, donc ensuite, on arrive sur Printemps de funérailles. Alors, je vais vite fait, j'ai fait une bêtise comme d'hab. Hein. Isa les bêtises, hein, c'est doué quoi, c'est tout moi. C'est tout moi, faudra s'y faire. Hein. Alors, Printemps de funérailles. Printemps de funérailles, voilà. C'est de Alexandra Fitzcarroll, c'est aux éditions Crainte Chimère. Je l'avais déjà repéré aussi celui-là, franchement, aux éditions Crainte Chimère. Je sais pas pourquoi, chez eux, je repère facilement les livres. Hein. Donc c'est du fantastique, je vous montre la couverture, voilà. C'est sûr, j'irai un extrait, je crois, mais je vais voir. Je vais voir, il faut lire la 4e de couverture. 20 ans que s'éternise la guerre entre la Ligue de Scarland et l'Empire Anscaride. Même les arcanotechnologues, les sorciers hérétiques à la botte de l'empereur Hagen ont mis au point de nouvelles armes qui ne tarderont pas à écourter le conflit. Les dragonefs, les vaisseaux volants capables de rayer une ville de la carte en quelques heures. 20 ans aussi que Luther Falken court après les criminels, comme policier d'abord et maintenant comme chasseur de primes.
Mandaté par un richissime banquier nain pour mettre la main sur des documents volés particulièrement compromettants, il se rend à Solmost où la Ligue fait face à une pression grandissante. Soutenue par les Dragonefs, les armées de l'empereur approchent de la cité. Pas de quoi faciliter la tâche de Falken et de son acolyte Boniface. Félin au pouvoir mystérieux, à la langue bien pendue et au caractère de cochon. Ah ouais, ça me plaît. D'autant que, dans la folle course aux armements qui les oppose à l'empereur, les dirigeants de la Ligue s'apprêtent à commettre l'irréparable en libérant un pouvoir oublié. Et Falken, qui croyait trouver un vulgaire voleur, va devoir affronter un adversaire d'un tout autre calibre, tout droit de l'au-delà. Ouais, ça me plaît aussi, hein. Alors, ensuite, donc, on est avec Que la mort soit douce de Laetitia Danaé. Laetitia Danaé me dit quelque chose de non. Voilà. Donc, c'est aux éditions Plume Blanche. Franchement, la couverture, elle est magnifique. Donc, c'est du fantastique. Depuis le décès de son père et parce qu'elle voit des fantômes. Ouais. Catel n'a pas connu une existence bien paisible. Seulement la vie lui prévoit un destin bien plus incroyable, un destin de Santa Muerte. Bah, il y a des fois, il faut pas beaucoup comme quatrième de couverture pour attirer, hein, je trouve. Alors ici, quitter les monts d'automne. Si, je l'ai aussi, quitter les monts d'automne. Quitter les monts d'automne. Voilà, donc c'est chez Albin Michel Imaginaire, voilà. Hein. C'est de Émilie Carbalec. Carbalec, oui, et c'est de la SF. Alors, recueillie par sa grand-mère après la mort de ses parents, la jeune Kaori vit dans des monts d'automne où elle se destine à être conteuse. Sur Tazaï, comme partout dans le monde des flux, l'écriture est interdite. Oh, mon Dieu! Seule la traduction du Dite fait vivre la mémoire de l'humanité, mais le Dite se refuse à Kaori et la jeune fille se voit dirigée vers une carrière de danseuse. Lorsque sa grand-mère meurt, Kaori hésite d'un rouleau de calligraphie, objet tabou par excellence, dont la seule détention pourrait lui valoir une condamnation à mort. Pour percer le secret de cet objet, mais aussi le mystère qui entoure la disparition de ses parents, elle devra quitter les monts d'automne et rejoindre la capitale. Sa quête de vérité l'amènera encore plus loin, très loin de chez elle. Ouais, ça me... Ouais. Ah, ça va être compliqué. C'est les extraits qui vont devoir décider pour moi parce que franchement, ça va être d'un compliqué. Alors, RC 722 de 2722 plutôt, de David Moité. Voilà. Ah tiens, j'ai pas la même couverture. Ah si, voilà. RC 2722, je vais y arriver, de David Moité. Donc c'est chez Didier Jeunesse et bah ouais, 2722. Pour moi, je vois ça direct science-fiction. Voilà. Alors, suite à des épisodes de sécheresse et une épidémie, Olivier et sa famille vont faire partie des survivants et vivent dans des abris souterrains. Alors que son père meurt dans d'étranges circonstances et que son frère est chassé, Olivier s'enfuit. Il découvre que la surface est en réalité habitable, mais divers dangers le guettent. Che, une jeune fille séduisante et débrouillarde, lui vient en aide. Eh ben, on n'en est pas sorti, hein. Moi, je vous le dis, ça va prendre du temps, hein. Moi, je vous le dis, ça va prendre du temps. Alors, ensuite, on va continuer donc avec Rêveur Zéro. Voilà, c'est ça, Rêveur Zéro. Aux éditions La Talente. Et c'est de Elisa Béram. Encore une fois, on est dans la science-fiction. Il faut que je le trouve. Tiens, je le trouve pas. Rêveur Zéro. Bah si, pourtant.
Je devrais le trouver, Rêveur Zéro. Oh là 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 là. Là, il est là. Voilà, il est là. Donc dans un futur proche, une épidémie de rêves, ils se matérialisent dans la réalité. Leurs manifestations peuvent être badines, terrifiantes ou simplement ridicules, mais les pires d'entre elles provoquent des réels dégâts. Face à leur multiplication, l'ensemble de la société est mise à l'épreuve. Elisa Biram, dans ce premier roman à la fois nerveux et onirique, nous entraîne à la recherche de l'origine de cette épidémie en 18 jours, tel un compte à rebours, rendant au lecteur l'impression d'urgence de la vie durant une telle catastrophe. Ah. Ouais, ça donne envie au fait, cette histoire de compte à rebours et de... Waouh. Ça donne vraiment envie. Bon alors le suivant, on arrive donc sur Rocaille. La maison d'édition c'est Projet Silex et c'est de la fantaisie. Que dire de Rocaille? Que dire de Rocaille? Dès qu'on passe sur le Discord du Pélib, on entend parler de Rocaille. Voilà. Donc c'est de la fantaisie, voilà. Et j'avoue qu'on en entend parler, on voit tout partout Rocaille dans les sélections, Grésil ne dort plus depuis qu'il est mort, assassiné puis ramené à la vie par les Funestrelles, des brigands sans scrupules qui voudraient le voir reprendre son trône. L'ancien roi Grésil n'a plus goût à rien. Son sang vert, autrefois seule source de végétation de la Rocaille, s'est tari, il pourrit, seul un représentant des magistres, ces êtres mythiques exterminés par les ancêtres de Grésil, pourrait y remédier. Aussi, lorsque les Funestrelles, accompagnés du défunt, se mettent en quête de trouver un jeune homme qu'ont dit leurs derniers descendants, ils sont loin d'imaginer que leur découverte ébranlera toute leur certitude. Sur la Rocaille, comme sur eux-mêmes, dans ce premier roman aux allures de fable baroque, Pauline Cidre dépeint un monde où se confrontent le ver et la ride jusque dans l'âme des protagonistes. Brillant par son écriture évocatrice et la puissante envie d'émancipation de ses personnages, Rocaille est un enchantement, une émeraude au milieu de la roche. Bon bah voilà, bah écoute, on verra. Je sais pas. Je lirai un extrait parce que voilà, tout le monde a l'air tellement hypé par ce bouquin que j'avoue que s'ils l'ont lu, c'est que bah voilà et qu'ils sont hypés, c'est qu'il doit avoir une raison. Donc excusez-moi, je suis un peu soufflée, j'ai oublié de faire mon puff, c'est bien malin. Madame l'asthmatique qui oublie de faire son puff. Alors, franchement, la couverture, la voilà. Donc, c'est Rose éternelle de Ophélie Duchemin. Et c'est chez Plume Blanche, encore une fois. Voilà, c'est de la fantaisie. Mais la couverture, elle est trop magnifique. Donc, trahison, complot. Voilà que le destin guide les pas de Mélanie au pied de la mairie Lara. Ce mystérieux arbre couvert de roses, protecteur et gardien d'une famille royale déchue. Dans l'ombre rôde la bête monstrueuse et redoutable que Mélanie devra apprivoiser pour sauver les siens. Il ressemblait à un prédateur, dangereux, sauvage, et il était aussi autre chose, quelque chose d'indéfinissable. Voilà, c'est tout ce qu'on nous dit, mais c'est déjà pas mal, ça attire pas mal. Voilà. Donc après on se retrouve avec Rouge qui doit être dans... Voilà. Rouge, donc de Pascaline Nolo. Chez Gulfstream, et c'est de la fantaisie, encore une fois, voilà. Voilà la couverture. Bon, il y a juste la croix qui est rouge, normalement. Hein. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Accroché au versant du mont gris et cerné par bois sombre, se trouve Malombre. Hameau battu par les vents et la complainte des loups, c'est là que survit Rouge, rejeté à cause d'une particularité physique. Rares sont ceux qui, comme le père François, éprouvent la compassion à son égard. Car on raconte qu'il ne faut en aucun cas toucher la jeune fille, sous peine de finir comme elle, marquée par le mal. Lorsque survient son premier sang, les villageois sont soulagés de la voir partir dans les bois afin d'y rejoindre l'inquiétante grand-mère. Est-ce son salut ou bien un sort que la mort attend Rouge? Nul ne s'en préoccupe et nul ne sait car aucune bannie n'est jamais revenue. Ouais, c'est aussi intéressant, dis donc.
Pourquoi je dis que tous les livres sont intéressants? Pourquoi? Alors ensuite, donc, on est avec Sous la lumière. Ah, puis je m'essouffle, hein, mais j'ai pas fait mon puff, c'est mal. C'est mal et je coupe la vidéo pour le faire, c'est pas la peine, ça reviendra au même. Donc, il faut le temps qu'il fasse effet. Sous la lumière d'Hélios, de Dominique Lémury. Donc, c'est aux éditions Armada. Et qu'est-ce que ça nous raconte? 2420, Eltanis, planète synchrone en orbite autour de Gliese 581, à 20 années-lumière de la Terre, une colonie humaine de quelques milliers d'âmes s'y est établie et accueille un nouveau contingent de pionniers. Parmi eux, Clara McQueen, une jeune télépathe au lourd secret qui devra se battre pour survivre. Quel mystère ce monde recèle-t-il sous son crépuscule permanent? Quelles étranges formes de vie dangereuses et envahissantes croiseront la route de Clara? Et surtout, quel vaude? Pour le découvrir, embarquez pour Eltanis. Ouais. Pour une fois, je vais dire que je suis moins attirée, mais bon, j'irai quand même un petit extrait pour me dire que, bah voilà, j'ai lu un petit extrait, j'ai pas de regrets, si tout d'un coup je me dis, bah, j'aurais dû quand même. Alors, sous les sabots des dieux. Bah non, mais non, mais non, mais non. Ah. Donc, sous les sabots des dieux, c'est de Céline Chevet. C'est aux éditions du Chat Noir. Et on se retrouve avec de la fantaisie. Donc voilà, la couverture. Je la trouve très jolie. Très jolie, et elle peut imaginer un peu, je sais pas, elle peut nous laisser un peu imaginer où est-ce qu'on va se retrouver, je trouve. Voilà. On est en Corée. Voilà, c'est un peu ce que je pensais, quoi. Pas la Corée nécessairement, mais donc Corée, 7e siècle, le complot au royaume de Silla, la Chine des Tang est plus écrasante que jamais. Comment unifier les trois royaumes lorsqu'il faut se méfier de ses frères autant que de ses ennemis? Amour, politique, trahison, vengeance, foi, Hanel va devoir apprendre à se servir des armes qui sont les siennes pour survivre dans cette époque chaotique de l'histoire où ses croyances sont mises à mal. Prêtresse du temple céleste, élevée au sein du palais royal, elle voit ses dieux se faire avaler par un bouddhisme de plus en plus influent. Ouais, ne cache-t-il pas dans son ombre les sombres desseins des Tang qui veulent s'emparer du pays? Alors que Silla est plus fragile que jamais, où ira sa loyauté? À la famille royale ou à la nation? Hanel, sa sœur, l'empoisonneuse, son amant l'écuyer, moque le prince bâtard, autant de destins qui vont se croiser autour de cette question tragique. Ouais, bah voilà, là, clairement, encore une fois, voilà quoi. Comment ne pas être hypé? Comment ne pas être hypé? Franchement. Je sais pas, c'est compliqué quoi. Voilà. Bon, on va encore se retrouver, voilà, avec de la science-fiction. Avec Splint City. Voilà, de Gillian Bruce. Et c'est chez Noir d'Absinthe. Voilà donc la couverture. Et qu'est-ce que ça nous raconte? La vie de Shelby est chamboulée lorsque Zoé croise sa route. La jeune fille dont les pensées s'accompagnent d'une bande-son mystérieuse fut les Youngsters, des bandits de petite envergure un peu trop déterminés à la retrouver. À cause de cet ouragan aux cheveux roux, le misanthrope ordinaire doit accomplir une mission dont il se serait bien passé. Pour couronner le tout, nos deux héros se retrouvent mêlés, bien malgré eux, à la révolte qui gronde entre Novart et Velam, les deux villes jumelles régies par la décadence et le hasard, et ils risquent fort de se brûler en même temps que ces Splint City. Ouais, ben celui-là, il me tente pas mal aussi, hein. Alors ensuite, on est avec Steam Sailors. Oui. Bon, tu peux bien, s'il te plaît, la souris. Steam Sailors, qui est un tome 1 de E.S. Green chez Gulfstream. Chez Gulfstream, encore une fois. Voilà. Voilà. Et c'est de la fantasy, donc on va chercher ça. Stream Sailors, voilà, je l'ai.
je laisse ouvrir. Voilà la couverture. J'espère que vous voyez bien chaque fois que je monte les couvertures parce que c'est pas évident avec la Kindle. Alors, quelques siècles après la Grande Fracture, les habitants du bas-monde traversent une ère obscure et rétrograde, tandis que le monde figé depuis l'extinction des alchimistes demeure inaccessible et fait l'objet de tous les fantasmes. Originaire du bas-monde, Prudence vit en paria, car elle voit l'avenir en rêve. Une nuit, son village est attaqué par des pirates du ciel. Enlevée et enrôlée de force, à bord de l'Héliotrope, un navire volant à la sinistre réputation, la jeune orpheline découvre un nouvel univers, celui du ciel et de ses pirates. Prudence fait la connaissance des membres de l'équipage qui ne tardent pas à lui révéler leurs secrets. Ils détiennent un indice menant à une série de clés disséminées dans le monde qui permettrait de retrouver la cité des alchimistes. Vous savez ce que je vais dire? Vous savez ce que je vais dire? Bah c'est tentant. Bah c'est tentant. Ouais. Mais si tout est tentant, on vote comment? Alors ensuite, donc, on s'en va sur Surnaturel. Tome 1 mystère de E.J. Swan chez Inceptio. Tiens, Inceptio, justement, j'ai pas encore un jour, je les ai jamais lus. Donc c'est de la fantaisie. Survivante, voilà ce qui la caractérise aujourd'hui. Après avoir échappé à une mort certaine, le constat est lourd. Evalina doit faire face à la perte de sa famille dans des circonstances épouvantables. Mystérieux est l'avenir qui s'ouvre à elle. Sauvée miraculeusement des flammes par le leader énigmatique des surnaturels, ce dernier la transporte dans un monde dont elle ignore l'improbable existence. Combattante, elle devra le devenir. Evalina va se confier la tâche de sauver un monde qu'elle ne connaît pas. Mais lorsque l'esprit de la jeune fille est tenté par un surnaturel qu'elle aimerait détester, que sa profonde nature explose au grand jour et qu'elle se découvre un goût pour le chaos, la tâche devient encore plus complexe qu'elle ne l'était. Dans ce monde, rien de ce qu'il ne semble n'est ce qui ne semble paraître, qui est la démone et quel secret dissimule-t-elle, que renferme la création du royaume. Hein? Mais comment je vais faire? Oui, bon alors là, Survivre, donc de Vincent Huy, bah vous connaissez, hein, Survivre de Vincent Huy, je crois que voilà, beaucoup de monde connaissent, j'ai pu en parler, ce livre est sorti depuis le mois de mars, je crois, voilà, donc c'est chez Go Roman, c'est de la SF, il est dans ma bibliothèque, mais pas dans les livres rangés, donc je vais devoir chercher après. Ouais. 2035, la Terre est en sursis, les catastrophes climatiques se multiplient, les sociétés sont en ébullition et les réserves d'eau potable se raréfient. Le survivalisme prend de l'ampleur, survivre devient à la fois un défi et une obsession. C'est aussi le thème et le nom d'un grand jeu télévisé que lance le milliardaire Alejandro Pérez, mania des intelligences artificielles. Ouais, franchement, mais Vincent Huy, j'ai envie de le lire depuis un moment, j'ai toujours pas lu Vincent Huy, j'ai 2 ou 3 romans de l'auteur ici maintenant, je ne sais plus, et voilà, bon après je sais que c'est des romans tout à fait différents que j'ai, mais voilà, il serait peut-être temps que je lise, parce que ben, voilà quoi. Alors ensuite on arrive donc à Tamanoir. Tamanoir, Tamanoir, Tamanoir. Tamanoir. Où es-tu, Tamanoir? Tamanoir. Où es-tu, Tamanoir? Où es-tu? Normalement, tu dois être là. Ouais, bah c'est celui-là, voilà. Oh. Allez, mets tes couvertures. Voilà, donc c'est Tamanoir de Jean-Luc A. Daciano, aux Forges du Vulcain, voilà. Donc c'est du fantastique. Et qu'est-ce que ça raconte? Dans le cimetière du Père-Lachaise. Oh, bah ça y est, si on commence dans le cimetière du Père-Lachaise. Au petit matin, 3 meurtres, non 2, car une de ses victimes se relève, prend son chat sous le bras et s'enfuit. Quand il apprend ces meurtres dans le journal, Nathanaël Tamanoir, un privé anarchiste et volontiers querelleur, se dit qu'il faut qu'il fouine. Il va fouiner, mais à sa manière, en créant le maximum de chaos possible. Alors toi... Pardon.
Toi, ta manoir. Non, je vais trop vite, il y en a encore là. Toi, ta manoir, tu me fais tellement envie. Alors, tant que vole la poussière. Tant que vole la poussière, tant que vole la poussière. Tant que vole la poussière, tant que vole la poussière, la poussière, la poussière. Ouais, normalement, il doit être là, comme ça. Je devrais le trouver assez vite. Tant que vole la poussière. Bon alors. Tant que vole la poussière. La poussière. Ah, il est là, bah voilà, il est là, bah ouais, bien sûr. Bon, tu pourrais pas me directement mettre sur la couverture, ça aurait été bien, non? Voilà, tant que vole la poussière, donc de Cameron Valciano. C'est chez Magic Mirror Edition. On est encore sur de la fantasy. On est parti sur une quatrième de couverture assez grande, donc soyez indulgents parce que sans mon puff, c'est la cata. Elle a grandi, est devenue mère, incapable d'affronter pleinement la réalité. Elle noie son mal-être dans l'opium, il échappe aux affres du temps, se terre dans un quartier londonien solide, rescapé de son excursion cauchemardesque dans le vent du crocodile. Il attend son heure. Wendy Will, née Darling, et le capitaine James Hook. Ah! Quand leur chemin se croise à nouveau, elle est dévastée par la disparition de sa fille, reste persuadée envers et contre tout que son enfant se trouve sur l'île de nulle part. Lui est porté par sa haine, il ne vit que pour sa vengeance, pour le garçon éternel. Les deux anciens ennemis n'ont d'autre choix que de s'allier pour regagner le pays imaginaire. Mais ces terres prodigieuses ne sont plus telles qu'ils les ont connues. Le chaos menace. Le mal s'est enraciné dans les tréfonds du royaume de Peter Pan. Le pirate est déchu et la conteuse d'histoires déterminée parviendront-ils à surmonter leurs différences et leurs opportunités pour servir leurs intérêts communs. Ça me plaît, hein. Encore une réadaptation de conte. Ouais, ça me plaît. Ah bon, je pense qu'on va être sur 1h15, 1h20 hein, pour la vidéo là. Alors, Terra Luna. Voilà, je suis déjà dessus, c'est génial. C'est génial. Si on peut directement tomber sur la couverture à chaque fois. Voilà, Terra Luna, donc de Justine Eva chez Elixiria. La gardienne du boucher. La couverture est vraiment magnifique, franchement. Depuis la nuit des temps, un continent brille de mille feux, pourtant caché aux yeux de tous. Peuplé de magiciens, divisé en 7 contrées et gouverné avec sagesse, il y fait bon vivre. Hélas, une mouvance rebelle, déterminée à étendre sa suprématie, projette de détruire le bouclier qui, par son pouvoir, maintient ce monde invisible. Pour cela, tous les gardiens du bouclier doivent être assassinés. Décidée à déjouer ce funeste plan, l'ancienne de la contrée sud jette un sort d'oubli à Alice, et lui offre une nouvelle vie à Paris. Durant 2 années, la jeune femme exerce son art de tatoueuse sans connaître sa véritable nature de magicienne. Malheureusement, sa notoriété grandissante alerte ses ennemis. 2 sentinelles sont alors envoyées auprès d'elle pour la protéger et l'escorter jusqu'à Terra Luna dans un parcours semé d'embûches. Ouais. Ce périple, c'est plein de tentations, c'est plein de découvertes, c'est my God. Alors ensuite, donc on va dans Terres obscures de Sylvie Koffold, voilà. Je dis bien Sylvie Koffold, tout à fait. C'est les Chroniques du jour pâle, voilà, aux éditions du 38. Il y a très longtemps que j'ai plus lu les éditions du 38. J'ai honte, franchement, parce que voilà, ils ont des bonnes parutions et donc là c'est dans la lumière mourante du jour pâle, les dernières tribus humaines cèdent peu à peu au désespoir du grand sommeil. Au cœur des terres obscures, la cité des Nidlax, perdue pourtant grâce à l'énergie de la roche-mère,
Lorsqu'un autre peuple au bord de l'épuisement vole la roche magique, l'univers de Nilax bascule dans les ténèbres. Aidé par l'une de ses voleuses aux étranges pouvoirs, le jeune Tillé doit affronter les dangers de la montagne pour extraire une nouvelle source de lumière. Tandis que dans la cité, les partisans des représailles crient vengeance. Les factions se déchirent, les Nilax, j'ai vraiment du mal à prononcer ce mot, éviteront-ils la guerre? Magie, aventure, nature, alliance, dans ce nouveau monde, Sylvie Cofold reprend les thèmes qui ont refait le succès de ses univers précédents. Voilà, ouais. J'avoue que j'ai jamais lu Sylvie Cofold, pourtant j'étais en partenariat avec les éditions du 38. Ouais. C'est pas bien parce que c'est moi qui ai un peu stoppé le partenariat au fait comme ça, et c'est dommage parce que c'est une très bonne maison d'édition. Alors là, où est-ce qu'on se retrouve à Tahir? Tahir. Voilà. Tahir, tome 1, Renaissance de Jean-Luc Marcastel. Jean-Luc Marcastel, ça me dit quelque chose. Est-ce qu'on l'a pas déjà eu dans... Je sais plus. Aux éditions Léa, donc c'est de la fantaisie. Il y a 1500 ans, le fléau de Frudken, je sais pas lire, désolé. Frudken, c'est tous des consoles. Le maudit est tombé de la thune. De la thune, ouais. L'air s'est mué en feu, la terre s'est ébrouée comme une bête blessée. En quelques heures, les cités de verre et d'acier de nos ancêtres se sont effondrées. Pendant 1000 ans, le froid et les ténèbres ont recouvert ce monde. Seuls ont survécu ceux qui avaient pu se réfugier dans des bastions souterrains. Après que les ruées se sont écartées, les hommes, entre archaïsme et modernité, se réapproprient une planète sauvage, impitoyable, qui ne nous attend plus. En Avarnia, les champions des clans, revêtus d'armures cybernétiques de 6 mètres de haut, se battent avec des épées médiévales, mais là-haut, les profondeurs de l'astre blessé, le haut mal, a survécu, a traversé le vide et s'apprête à dévorer terre et ses peuples. Contre lui, il n'est qu'un remède, une arme pour l'obtenir, Feyra, dernière châtelaine du clan assassinée d'Orgue Noir. Es-tu prête à en payer le prix? Ouais, je sais pas, je verrai l'extrait peut-être, mais je suis pas super là. Ouais, voilà. Il y en a comme ça, on est moins hypé, c'est comme ça. Il y en a qui hype un peu moins, heureusement, parce que si on serait tous hypés par... Alors, donc, ensuite, on arrive sur Tessel. Tessel de Léo Henry. Voilà. Je vous montre la couverture. C'est chez Folio SF, donc on est dans de la fantaisie. À Tessel, Moira et son frère Aslander coulent des jours heureux au palais, dont ils connaissent tous les recoins par cœur. Leur père est à la tête de l'Empire des Cycles, et même si l'on évoque des combats sporadiques aux frontières, la paix et la concorde règnent. Pourtant, d'inquiétudes rumeurs courent, l'empereur serait au plus mal, et s'il venait à mourir, Aslander, son seul héritier mâle, pourrait ne pas être en mesure de prendre sa succession. Serait-ce la fin de la dynastie, et pire, la chute de l'Empire? Et que deviendra alors Moira? Ouais. Oh, ouais. Je sais pas. Je sais pas. Peut-être. Je sais. Il y a des livres, je sais vraiment pas encore vous dire si, voilà. Alors ensuite, donc, on arrive avec Team Puckett. Bon, le ventre, hein. Est-ce qu'on a une couverture ou pas? Ouais, voilà. Team Puckett, voilà, la couverture. Donc, c'est Le Mystère de Dreamfield, de Nicolas Poussard. C'est chez Rebelle Édition. Et là, j'avoue que ça me fait envie. Un parc d'attractions où tous vos rêves les plus fous deviennent réalité. Improbable mais vrai. Méfiez-vous cependant de l'excentrique Mr. Nuts et de ses sombres projets. Son palais de glace, son clinique hôtel, où vivent orphelins et personnes âgées. Sans oublier l'EDN, l'expérience de normalisation. Censé guérir les adolescents bizarres de leurs défauts. Tout contre Tim, un rêveur n'ayant plus foi en l'humanité, ouvrez enfin les yeux et laissez-vous emporter dans un fantastique tourbillon de révélations. La création du monde, la vie, les émotions, et si la réponse au grand mystère que la science et les religions n'ont fait qu'effleurer se trouvait juste autour de nous. Et en nous, les humains,
si les humains sont un mystère pour Tim, la vie est un bien plus grand pour tous les vivants. Ah ouais, bah celui-là, il me fait de l'œil hein, depuis le départ. Hein. Franchement, depuis le départ, il me fait de l'œil. Pourquoi? Et puis en plus, je le vois pas mal, il me semble, passer dans les listes des 25 sélectionnés. Donc voilà. Alors ensuite, on arrive à Umbra Luna. Umbra Luna. Umbra Luna qui devrait pas être très loin. Umbra Luna de Nina Davis. Je le vois pas. Je le vois pas. Umbra Luna. Ah, il est là. Il est là. Mais pourquoi je vis ça? Voilà. Umbra Luna, la révolte. Donc c'est la révolte magique de Nina Davis chez Alter Hill. Voilà, donc alors là on est dans l'ordre secret d'Umbra Luna qui recense les créatures surnaturelles et étudie tous les phénomènes magiques. Jenna, spécialiste des auras, travaille au département des énergies. Lorsqu'elle est envoyée en mission en Irlande, elle a envie d'imaginer ce qui y attend. Sous couverture en tant qu'étudiante à l'université de Cork, elle rencontre William, séduisant professeur d'art à l'aura ténébreuse. Très vite, elle le soupçonne de ne pas être qui il prétend, mais se retrouve piégée. Un seul choix possible, s'allier à cet homme énigmatique et terrifiant pour survivre. De nombreuses vies sont en jeu et Jenna ne peut plus rester dans l'ombre, même s'il lui faut affronter de très anciennes et terribles puissances et faire face à l'attirance magnétique irrépressible qui la pousse vers William. Ouais, je sais pas. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on va y retrouver pas mal de romances. Est-ce que ça va me plaire? Je dirais un petit extrait quand même, parce que bon, ben voilà. Je trouve que ça vaut quand même toujours le coup de lire un petit extrait. Alors ensuite, donc on se retrouve encore avec la fantaisie. Si j'arrive à quitter celui-là. Un long voyage. Donc c'est de Claire Duvivier. Voilà, j'essaie de le faire voir au mieux. Aux forges du Vulcain, donc c'est de la fantaisie. Et on arrive vraiment à la fin. Issu de la famille des pêcheurs, Lies doit quitter son village natal à la mort de son père. Frustre mais malin, il parvient à faire son chemin dans le comptoir commercial où il a été placé. Au point d'être pris comme secrétaire par Malvin Zelina de Feralasi, ambassadrice impériale dans l'archipel, aristocrate promise aux plus grands destinées politiques. Dans le siège de la jeune femme, Lies va s'embarquer pour un grand voyage loin de ses îles et devenir, au fil des ans, le témoin privilégié de la fin d'un empire. Ouais. On va lire un petit extrait, puis on verra ce que ça donne. Alors ensuite, on arrive, avec un auteur. Ça m'embête très fort. Ça m'embête très fort parce que, ben voilà. Oui, peut-être que la 4e de couverture va m'aider. Peut-être que, voilà. Upside Down, donc de Richard Canal. Alors, Richard Canal, il faut que je vous dise, il y a... j'ai lu un de ses romans chez Sema, franchement. J'aurais dû commencer par celui-là parce que j'ai vraiment kiffé. Et alors, j'ai lu un de ses romans chez Évidence, je sais plus les titres, hein, je dois encore les chroniquer. Voilà, et là par contre, j'ai été mitigée, voilà. Donc, ben voilà, un roman que j'ai kiffé, un roman que j'ai été mitigée. Donc là, c'est aux éditions Nemos, la science-fiction. Ben voilà, je verrai. Je verrai. Les dirigeants des GAFAM ont réussi, ils vivent désormais séparés du monde dans des îlots artificiels en basse orbite terrestre. Pour eux, plus rien ne compte, à part la jouissance infantile de l'illusion du bonheur. Pour les autres, restés sur une terre qui a littéralement rouillé, l'histoire n'est pas la même. À travers plusieurs personnages, dont le clone d'une star de cinéma du XXe siècle et un artiste inventeur d'un art inconnu jusqu'ici, l'une cherchera à descendre pour retrouver son humanité et l'autre tentera de monter pour aspirer à une vie meilleure.
Avec ses destins croisés, Richard Canal nous plonge au cœur d'un récit de rédemption et de recherche d'identité qui nous touche au plus profond. Ouais, ben voilà, ben on va lire un extrait et j'espère que l'extrait sera suffisant pour dire oui, non. Parce que ben je pourrais pas le lire complètement avant de sélectionner les 25, donc Alors ensuite on se retrouve à Utopia avec Victor Emmanuel Brett. Donc c'est chez Inceptio, voilà, Utopia. Alors Utopia, qu'est-ce que ça raconte? C'est de la science-fiction, oui, ben oui, on s'en doute un peu en voyant la couverture. Né des cendres de notre monde, l'utopie règne sur Elysia, le dernier refuge de l'humanité, où elle a prospéré au cours des 2 derniers siècles. Une ville égalitaire qui vise à tomber chaque désir de son peuple. Où la guerre n'est plus qu'un lointain souvenir, où le bonheur est maître mot. Ken et Alias sont deux jeunes hommes que tout oppose, si ce n'est qu'une chose, ils vont avoir 18 ans, l'âge auquel Elysia leur ouvre ses portes. Leur chemin, loin d'être tracé, les projette alors vers les 2 mondes radicalement différents. Des tours d'Albâtre d'Elysia aux confins des contrées périlleuses, leurs découvertes réduiront à néant toutes leurs certitudes à l'exception d'une seule, un secret se cache derrière l'utopie. Ouais, voilà, ben ouais, ça peut encore une fois être tentant, c'est... En plus, je sais qu'avec moi, la SF, bah, ça passe ou ça casse, quoi, donc voilà. Alors, ensuite, on se retrouve donc avec Vaisseau d'Arcane, voilà, ici, direct. Donc c'est le tome 1, Les Hurleuses, de Adrien Thomas chez Mnemo. C'est Mnemos Édition. Je sais pas s'il faut me corriger si je le dis mal, Mnemos Édition. J'avoue que j'ai du mal à prononcer le nom de la maison d'édition, donc voilà. C'est de la fantaisie, donc au Grimark, la magie peut foudroyer en un éclair. Ses victimes et touchés ne sont plus jamais les mêmes. Ils possèdent une incroyable puissance, mais leurs esprits sont à jamais anéantis. Lorsque son frère Solal est frappé par l'arcane, Soph, infirmière raisonnable et sans histoire, décide de tout risquer pour le sauver du destin de servitude qui l'attend. Dans leur fuite éperdue, à travers les steppes infinies et les beaux forêts boréales, ils découvriront un monde sublime et redoutable, mais leur liberté est vue comme un affront, leur existence même comme un blasphème. Dans l'ombre des factions s'affrontent, tissant autour d'eux un écheveau de machinations dont elles tirent les fils avec une virtuosité machiavélique. La magie n'est pourtant pas une puissance qui se dompte. Ouais, ça peut être intéressant aussi. Mais. Bon, alors le suivant, je sais, vous allez me dire, Isa, honte à toi. Honte à toi. Je n'ai jamais lu l'auteur. Vampiria, la cour des ténèbres, de Victor Dixon, donc c'est chez Collection R, voilà. C'est de la fantaisie. Honte à moi, Victor Dixon, je n'ai jamais lu Victor Dixon. Bah voilà, on n'a pas de 4e de couverture, donc bah, j'irai peut-être le petit extrait quand même, et puis voilà, je verrai ce que ça donne. Donc il nous en reste 2. Vilain chien de Morgane Cassorieux, dont je vais chercher un petit extrait, dont je vais chercher des... Allez, un extrait quoi, et puis de quoi voir exactement ce que je peux penser de ce livre. J'aimerais vraiment bien trouver un extrait et pouvoir le lire parce que franchement il m'a l'air vraiment bien. Là je n'ai pas d'extrait, donc Zachary 10 ans vit seul avec sa mère au milieu de la forêt canadienne au Québec. Son père est mort récemment dans un accident de chasse et le petit garçon ne peut accepter sa disparition. Il est persuadé que son papa est encore là, quelque part. Le soir d'Halloween, un homme inquiétant fait don à Zachary d'un adorable petit chien de chasse, un chiot au regard plus que troublant, un chiot au comportement étrange. Dans son roman émouvant et frissonnant à la fois, Morgane Cassorieux évoque de nombreux thèmes importants comme le deuil et la reconstruction, ainsi que le respect de la nature et des animaux. Pareil, Morgane Cassorieux est très très connue, mais... Non, j'ai jamais lu. Je sais, oui, je peux me cacher. Je sais. Oups. Pas bouger, toi.
Alors, on en arrive au dernier. Donc, il s'agit de Yardam, de Aurélie Wellenstein. Donc, Aurélie Wellenstein qui a gagné donc, le Pélib 2020. Voilà, et que je n'ai jamais lu non plus. Donc, voilà, c'est chez Scrinéo. Et c'est de la SF. Alors, on va voir ce que ça raconte. À Yardam, la folie est sexuellement transmissible. Dans l'espoir d'endiguer l'épidémie, la population est mise en quarantaine. Isolée du reste du monde, la famille n'a pas épargné Kazan. À l'image de la ville qui s'enfonce dans le chaos, il sombre lentement. Pour s'en sortir, il serait prêt à toutes les extrémités, y compris à manipuler Félix et Nadja, un couple de médecins étrangers venus s'enfermer volontairement dans la cité pour trouver un remède. Dans son désespoir, il va accomplir le pire. Voilà, donc ça c'était le dernier, Yardam. Voilà, j'ai enfin fini. Donc la petite liste du Pélib, enfin. Certains diront oui, enfin, parce qu'elle nous fera autre chose comme des vidéos. Certains, voilà, peut-être qu'ils passeront plus tard sur mes vidéos et seront contents de les voir parce que se diront, bah tiens, ce livre-là, même si je suis pas partie du Pélib, ça me donne peut-être envie de le découvrir. Voilà, moi, je vais faire mon petit choix. Je commence tout doucement à faire mon petit choix, à lire des extrêmes, dire bah non, pas celui-là, je barre. Mes feuilles, ça devient un véritable brouillon. J'ai un carnet en plus à côté où je réécris, où je barre, où j'écris, tiens, celui-là, je le sélectionne et je barre. Ça devient un véritable brouillon. Mais toujours est-il que, voilà, je découvre des livres, voilà, c'est un pur plaisir. Franchement, donc, voilà, j'ai découvert tous ces prélectionnés avec vous. Et c'est un vrai bonheur parce que, peut-être que je vous ai fait découvrir des livres, moi j'en ai découvert beaucoup. Voilà, donc c'est la première fois que je participe au Pélib et j'espère que ce sera pas la dernière. Enfin, de toute façon, on est parti maintenant. Je sais que ces livres, je vais en lire beaucoup parce qu'on est parti pour... je sais plus jusque quand on est parti, mais très loin. Donc voilà, j'aurai le temps de lire beaucoup de livres. Là, je vais faire mes 25 présélections. Pour l'instant, j'en ai mis 4, mais je vous le dis pas, voilà. Je laisse le suspense parce que bon, je viendrai vous parler des 25 d'un coup. Vous savez déjà que j'en ai mis 2 de toute façon. Et de toute façon, la prochaine vidéo qui parlera du Pélib, donc ce sera pour vous montrer mes 25. Et elle arrivera très bientôt parce que nous sommes le... Donc je tourne, on est le 11. Mais je voulais la mettre en ligne le 12 parce que ouais, il est déjà 18h13. Le temps que mon PC l'encode, le temps que tout, enfin, le vieux PC, il en a marre de vivre en plus, donc c'est la cata avec les vidéos. Comme elle est longue, encore une fois, il va mettre 3 plombes. Et donc voilà. Voilà, encore une fois, si vous avez un roman à me conseiller, si vous avez aimé ces vidéos, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, à laisser un commentaire. Le Pélib, j'ai pas fini d'en parler, j'en parlerai autrement, ce sera plus agréable, je reviendrai avec des avis, je reviendrai avec voilà, avec mes 25 sélectionnés, puis après avec les 5 quand on devra en choisir 5, puis avec les 5 que j'aurai lus dernier. Enfin voilà, je reviendrai vous parler du Pélib assez souvent. Je reprendrai les services presse entre deux. Là maintenant, une fois que j'aurai sélectionné mes 25, je reprendrai un peu les services presse parce que voilà, il faut aussi s'occuper des services presse. Et voilà. Comme ça, vous savez tout. Et voilà, je vous dis de toute façon un vendredi donc pour l'interview. Et donc à ce week-end de toute façon pour les 25 présélectionnés. Voilà, pour les 25 sélectionnés. Ça va être dur, mais je vais y arriver. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Portez-vous bien et à très vite. Bye bye!